bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers amis du mouvement européen. Je tiens une fois encore à vous dire combien je suis désolé de ne pouvoir vous rencontrer in situ, ou comme on dit aujourd'hui en présentiel. Je vous demande de couper vos micros afin d'éviter des aléas techniques. Vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit sur le chat en cliquant sur le petit bouton ou l'icône discussion qui se trouve en bas de votre écran. Je remercie notre amie Anne Dieterlin d'en faire la synthèse et aussi Anna Malvicini d'être la première à interroger Raphaël Glucksmann. C'est toujours pour moi un honneur d'accueillir un invité européen, profondément européen, par ses convictions et par son attachement à nos valeurs et à nos principes. C'est ainsi que c'est aussi un humaniste qui défend avec vigueur, ardeur, sans craindre ni les critiques, ni les menaces, ni les interdits de certains puissants, que certains puissants n'hésitent pas à lui adresser. Je souhaite le remercier pour son combat qui est aussi le nôtre et aussi pour nous faire partager ses analyses et ses espoirs. Cher Raphaël, soyez chez vous ce soir, vous êtes doublement chez vous, peut-être, et puis surtout, soyez chez vous, chez nous. Pour introduire ce débat, je passe la parole à Annie, qui va nous présenter un peu le déroulement de la soirée et nous dire 2 ou 3 mots pour introduire le sujet. Merci. Annie, tu prends le relais? Je prends le relais, oui, oui. Je le prends et je prends un papier parce que je n'ai pas la facilité de faire comme si je savais tout ça dans la tête. En tous les cas, bonsoir, Monsieur Glucksmann. Bonsoir. Merci, bien sûr, d'être venu. Alors, je vous ai sollicité après vous avoir écouté lors d'un webinaire durant lequel vous répondiez à la question « Quelle place pour les valeurs européennes ?» Bien sûr, ce genre de webinaire, j'ai, si je puis dire, sauté dessus. Et j'ai été intriguée par 3 de vos propos. Vous disiez préférer le terme de principe à celui de valeur. Pourquoi? Vous évoquiez la commission ingérence, qui est donc cette commission, et vous avez prononcé l'expression Union européenne puissance. Quel sens lui donnez-vous? En répondant favorablement à notre invitation et en choisissant le titre, Union européenne puissance, instrument de défense de nos principes ou nécessité stratégique, je pressens que vous répondrez à mes interrogations et à bien d'autres. Grand merci de le faire en une vingtaine de minutes. Durant la demi-heure qui suivra, vous serez invité à répondre aux questions qu'Anna Malvicini, si j'y arrive, membre des Jeunes Européens, étudiante italienne à Paris 1, en master de sciences politiques, option affaires publiques et européennes. Donc, Anna a minutieusement préparé ces questions. Et nous souhaitons vous retenir une vingtaine de minutes supplémentaires pour répondre à ceux qui sont devant leur écran. Anne Dieterlin aura à cœur de synthétiser leurs questions. Monsieur Glucksmann, nous vous écoutons. D'abord, merci beaucoup à vous pour l'invitation et bonsoir à toutes et à tous. Vous m'avez posé 3 questions qui pourraient donner lieu à des dissertations de 12 heures. Je vais essayer de réfréner mes ardeurs et de répondre aussi brièvement, mais avec autant de précision que possible. D'abord, pourquoi je préfère le mot valeur au mot principe? Ça sera rapide. J'ai rien contre le mot valeur, mais dans l'histoire des idées, les valeurs, c'est un mot qui a été importé en fait du langage économique et qui s'est transformé en valeur morale.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'Europe arrive à affirmer ses principes politiques et juridiques plus que ses valeurs morales. Je suis conscient qu'on a tous des valeurs, mais on a tellement tous des valeurs que j'ai toujours du mal quand les gens définissent de manière trop fermée des valeurs qui seraient celles de l'ensemble du continent européen, sachant qu'à l'intérieur du continent européen, il y a des gens avec des valeurs très différentes les unes des autres. Par contre, je pense qu'il y a des principes politiques qui sont la base de la construction européenne et qui sont les produits de notre histoire et notre volonté politique. Et donc, c'est pour ça que je préfère le mot de principe, mais je n'ai pas des boutons qui sortent du visage à chaque fois que j'entends le mot valeur. C'est juste que je pense que c'est un langage plus politique que moral et qu'en réalité, on a à la base des constructions politiques, hein, il n'y a pas que notre système qui a des principes. Le système dictatorial chinois ou le système poutinien ont aussi des principes qui guident leur système. Moi, ce que j'essaye de faire, et c'est le sens de mon emploi du mot puissance pour caractériser l'Europe, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que l'Europe affirme ses principes et qu'elle soit fière de ses principes et qu'elle soit capable de les défendre. Et donc, quand il y a ce titre, nécessité stratégique ou instrument de défense de nos principes, évidemment, ma réponse, c'est les deux. Et ce que j'essaye de montrer dans tous mes combats et dans les commissions auxquelles j'appartiens, et je reviendrai à la commission sur les ingérences, que ce soit en commission commerce international ou en commission des droits humains, ou en commission liberté ou dans la commission ingérence, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte de montrer que finalement, nos intérêts stratégiques à long terme et nos principes se rejoignent, que le choix n'est pas entre un droit de l'homiste comme Glucksmann qui va faire des pétitions et qui va faire des discours sur l'abandon des peuples opprimés et le choix de la défense de nos intérêts. Moi, je suis convaincu que nos intérêts stratégiques bien compris, c'est l'affirmation de nos principes. Et que l'affirmation de nos principes, si on ne construit pas une puissance européenne, c'est du vent. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire des pétitions toute ma vie, sinon je n'aurais pas voulu être député européen. J'aurais continué ma douce existence d'essayiste droit de l'homiste. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment est-ce qu'on peut construire une puissance européenne à l'échelle mondiale qui puisse imposer nos principes dans les relations internationales et qui puisse défendre les intérêts stratégiques des citoyennes et des citoyens européens. Et les intérêts stratégiques, ce n'est pas les intérêts de Volkswagen nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts à court terme qui peuvent conduire à se taire sur les principes et à survendre l'accord d'investissement avec la Chine en expliquant que c'est absolument extraordinaire pour les actionnaires de Volkswagen. Mais ce n'est pas forcément nos intérêts à long terme en tant qu'Européens de nourrir encore plus par nos investissements l'appareil productif chinois dont on s'est rendu compte à quel point nous dépendons de lui cette année, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était plus capable de produire des masques, plus capable de produire du Doliprane, qu'en réalité 40 ans de laisser faire, laisser aller, nous ont rendus fondamentalement dépendants d'un système politique qui est opposé à nos principes et à nos intérêts, et que ça, c'est vraiment pas servir les intérêts à long terme de l'Europe que de laisser perdurer cette situation. Ça peut être servir les intérêts de certains Européens, de certaines entreprises privées européennes qui ont besoin de la Chine comme marché ou comme atelier, mais ce n'est pas la même chose que de servir les intérêts stratégiques, les intérêts à long terme, les intérêts généraux de l'Europe. Et donc, moi, le message que j'essaie de développer partout et le sens que je donne à tous mes combats, que ce soit des combats de droits humains ou des combats sur les accords de libre-échange, c'est de dire aux Européens qu'il faut finir avec cette idée folle des années 90, qui était l'idée de la fin de l'histoire, du fait que nous n'avions plus d'adversaires stratégiques, qu'il n'y a plus de grands conflits théologico-politiques, que donc on a finalement besoin juste de commercer les uns avec les autres sans affirmer une puissance politique autonome propre. Et ce monde-là est une illusion. C'est une fable qui a duré 30 ans, qui a bénéficié à certains, qui a coûté beaucoup à d'autres, mais qui ne peut plus en fait dominer la mentalité des dirigeants européens, et qu'il faut savoir qu'en fait, on a des intérêts communs et que pour les défendre, eh bien, il faut construire une véritable puissance. Construire une véritable puissance, ça veut dire ne pas se contenter d'être un continent de consommateurs, par exemple. C'est relocaliser les industries stratégiques. Vouloir être une puissance, c'est se doter
de choses qui ne sont pas spontanément la passion des gens de gauche, par exemple, mais d'un arsenal de sécurité commun, donc d'une défense commune. Si on veut être une puissance, c'est-à-dire avoir la capacité de porter des principes et des intérêts sur une scène mondiale, eh bien, il faut changer les règles du commerce qui, aujourd'hui, nous désavantagent. Je veux dire, je vais faire exprès d'être provocateur, mais bien entendu, nous détestons tous Donald Trump. Bien entendu, nous trouvons qu'il est xénophobe, sexiste, un danger pour la démocratie. Mais pourquoi Donald Trump a séduit des électeurs et des électrices qui avaient voté démocrate toute leur vie? Pas parce qu'il était raciste, mais parce qu'il a promis, en gros, de rompre avec une logique qui avait désindustrialisé les États-Unis, qui était en voie de désindustrialiser les États-Unis, et qui était celle, en gros, de « on suit l'OMC quoi qu'il en coûte ». Et ça, c'est une logique qui a coûté extrêmement cher à l'Europe, et notamment au vieux rêve de l'Europe fédérale. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'Europe n'a plus de budget autonome. Quasiment 100% du budget européen vient des donations des États membres, enfin, des transferts de fonds depuis les États membres. C'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant. On a reculé, en fait. Et pourquoi on a reculé? Parce que cette idée qu'on n'a plus de frontières, on n'a plus de douane, on n'a plus de principe d'imitation à l'entrée sur le marché européen, de taxes, eh bien, ça fait que tout ce qui abondait le budget commun européen a disparu et que désormais, eh bien, on est dépendant à l'échelle européenne des États-nations et des transferts de fonds des États-nations. Et donc, ça se traduit politiquement, ça se traduit avec l'affirmation de plus en plus forte d'une Europe internationale, intergouvernementale, et de moins en moins d'une Europe qui puisse décider de manière autonome la défense des intérêts communs à l'ensemble des pays européens. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de poser les conditions de la souveraineté européenne ou de la puissance européenne, à la fois dans un rapport différent au libre-échange, dans un rapport différent aux questions de sécurité, dans un rapport différent aux questions de droits humains. Et je pense que toutes ces questions-là, en fait, se rejoignent. Moi, je vais prendre un exemple d'une cause que j'ai défendue et qui, là, par contre, marche, parce qu'on a toujours l'habitude de se plaindre des choses qui ne marchent pas, et on a raison, hein, il faut toujours critiquer ce qu'on aime. Mais enfin, il y a un sujet qui avance vraiment à Bruxelles en ce moment, c'est le sujet sur le devoir de vigilance des entreprises. Qu'est-ce que c'est que le devoir de vigilance des entreprises? Je pense que ça peut être un grand projet européen qui donne sens à la construction européenne et qui peut changer les règles de la globalisation. Le devoir de vigilance des entreprises, c'est en fait une rupture avec l'état des choses actuel de la globalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez une entreprise comme Zara, par exemple, eh bien, il y a eu un éclatement des chaînes de production, donc Zara produit rien en tant que Zara. Zara a des sous-traitants en Chine, des producteurs, des fournisseurs qui produisent les chemises Zara et les chaussures Zara et les pantalons Zara et tout ce qu'on peut acheter chez Zara. Et donc, cette entreprise européenne, Zara, finalement, eh bien, s'il y a des violations des droits humains ou des violations des droits environnementaux, des violations des droits sociaux sur sa chaîne de production, Zara, en tant que telle, n'est responsable de rien, puisqu'elle ne produit rien elle-même. Ce sont ses sous-traitants ou ses fournisseurs qui sont responsables. Donc, par exemple, quand ses sous-traitants et ses fournisseurs emploient des esclaves ouïghours, eh bien, Zara n'a pas de compte à rendre devant la justice. L'idée du devoir de vigilance à l'échelle européenne, c'est de faire que Zara devienne, Zara entre autres, hein, il y en a plein, toutes les multinationales, deviennent responsables de l'ensemble de sa chaîne de production. Et qu'est-ce que ça va produire, ça? Une vraie réflexion sur la manière dont sont produits les choses qu'on achète, dont sont produites les choses qu'on achète. Et Zara, devenant responsable de l'ensemble de sa chaîne de production, donc de ce que font ses sous-traitants chinois, eh bien, va se poser la question de savoir où elle va faire produire, fabriquer ses chemises et ses chaussures. Et ça, ce sera un moment très important parce qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait des règles. C'est ça l'intérêt de l'Europe. S'il n'y a pas de règles, on se fera toujours avoir. Donc, il faut qu'il y ait des règles et que ces règles conduisent ceux qui ont le plus bénéficié de la globalisation à réfléchir sur la manière dont ils structurent leur chaîne de production, dont ils structurent leur business model. Et que, finalement, cette course folle au plus bas coût de production qui a dominé les 30-40 dernières années a eu un résultat très, très simple. Ça a permis l'émergence de la superpuissance ou de l'hyperpuissance chinoise
Et ça a transformé l'Europe progressivement en un continent de consommateurs. Alors, effectivement, les consommateurs ont bénéficié puisque les prix sont plus bas dans les magasins et qu'on a accès à une consommation de plus en plus grande. Simplement, est-ce que ce modèle est viable écologiquement? Certainement pas. Est-ce que ce modèle fait de l'Europe une puissance? Certainement pas non plus. Parce que si on est juste des consommateurs, ça veut dire qu'on renonce à sa capacité à affirmer ses principes. Parce qu'en réalité, on devient ultra dépendant de tous les pays producteurs. Donc, il y a une réflexion qui est menée depuis 1 an en particulier, depuis qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait plus faire de masques, qu'on ne savait plus faire de médicaments et que ça pouvait poser problème en cas d'urgence, sur comment on change ce rapport à la globalisation, comment on réintroduit de la responsabilité dans ce système d'irresponsabilité, comment on impose finalement que le droit suive le fait et donc puisse le corriger. Et pour moi, c'est un combat intéressant parce que ça sort les droits humains de la question du principe. Ça veut dire que quand vous défendez les droits humains, eh bien, là, vous êtes amené à discuter avec des chefs d'entreprise. Vous êtes amené à discuter avec des gens qui font du business, qui ne font pas de l'activisme pour les droits humains. Et comment est-ce qu'on arrive ensemble à développer un modèle qui ne tue pas le commerce, mais qui le remet en dessous des principes qui assurent à la fois notre existence en tant que projet politique et qui sont nos intérêts à long terme. Parce que notre intérêt à long terme, c'est effectivement plus de développer une démocratie comme la Tunisie que de contribuer à l'affirmation du modèle totalitaire chinois. Enfin, il y a un moment où il faut savoir aussi que plus il y a de démocratie qui se développe, mieux c'est, pas simplement parce qu'on aime la démocratie, mais mieux c'est pour nos intérêts. Parce qu'on n'entre pas en conflit, et c'est extrêmement rare. Quelle démocratie entre en conflit avec l'Union européenne? Donc, il y a dans ce combat-là l'idée de la jonction des deux, les principes et les intérêts. Et c'est pour moi la chose essentielle, parce qu'en fait, si on reste dans le domaine du principe, finalement, les gens vont vite se lasser en disant, bon, ok, c'est des pétitions de principe, ça ne sert à rien. Et si on reste dans une domaine de la puissance, je ne pense pas qu'on puisse être puissant si on n'assoit pas sa puissance sur des principes universels. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu'on construise en fait cette puissance européenne avec un horizon de principes et d'idées directrices qui lui donnent sens. On ne va pas juste construire une puissance européenne, il faut construire une puissance européenne pour qu'elle puisse agir sur le monde, pour qu'elle puisse le transformer dans un sens qui convient à la fois à nos intérêts et à nos ambitions éthiques, et dans un sens qui convient à l'idée d'une transformation écologique et d'une lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, voilà, moi, ce que j'essaye de faire, et notamment à travers une commission, parce que moi, je suis quelqu'un... alors, c'est un peu vieux jeu, mais je suis quelqu'un de profondément attaché aux institutions des démocraties libérales. C'est-à-dire que je pense qu'on vit dans des systèmes qui sont complètement imparfaits, mais enfin que je préfère nettement vivre dans des systèmes complètement imparfaits comme les nôtres qu'en Chine ou en Russie où vous allez en tôle si vous manifestez. Donc, je suis profondément attaché à nos institutions. Simplement, nos institutions, aujourd'hui, elles sont faibles. Et donc, il faut les protéger et il faut les consolider. Il faut rendre la démocratie plus vivante. Et aujourd'hui, nos démocraties sont menacées par des ingérences permanentes de régimes autoritaires qui utilisent soit des grandes entreprises comme Gazprom ou Huawei pour essayer de corrompre nos cités, et soit des mouvements, enfin des campagnes de désinformation ou des cyber-attaques contre nos institutions, et que jusque-là, la réponse européenne à ça a été extrêmement faible. Et donc là, l'idée de la Commission sur les ingérences étrangères, c'est en fait de réfléchir collectivement aux menaces qui pèsent sur nos démocraties et sur les institutions européennes en tant que telles, qu'elles viennent de Russie, de Chine, de Turquie ou d'ailleurs, et de se doter des moyens de défense. Alors, ces moyens de défense, c'est d'un côté une capacité de riposte qui soit une dissuasion, c'est-à-dire que jusqu'ici, les gens qui font élire Trump, ils ne sont même pas sanctionnés, enfin, il ne se passe rien en fait. Ou les Russes qui cofinancent la campagne du Brexit, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut une capacité de riposte qui soit dissuasive, et il faut aussi, ça c'est l'aspect plus positif, avoir une capacité collective à rendre nos démocraties plus résilientes, c'est-à-dire comment on fait pour que les citoyens et les citoyennes puissent plus participer au débat public en Europe, comment on fait pour que nos médias indépendants soient
mieux aidés et plus puissants? Comment on fait pour, en fait, pour se vacciner en fait contre ces tentatives de déstabilisation. Et donc ça, c'est une commission dont moi j'ai demandé la création en fait lors de la première session au début de mon mandat, enfin de notre mandat, et qui a vu le jour et que j'ai l'honneur de présider. Et en fait, cette commission, elle enquête sur les réseaux de corruption, sur les campagnes de déstabilisation via les réseaux sociaux, sur les financements des partis politiques hostiles à la construction européenne par des régimes étrangers. Parce que tous ceux qui se prétendent patriotes et nationalistes, ça ne les dérange absolument pas de toucher de l'argent d'une puissance étrangère, pour ne pas la nommer la Russie de Vladimir Poutine, pour mener leur campagne. Et donc là, il faut exposer ça. Et ensuite, il faut inventer des régulations. Parce que comme toujours en Europe, le problème, c'est qu'il y a 27 législations différentes pour traiter, par exemple, du financement des partis politiques. Donc, comment est-ce que vous voulez faire une scène politique intégrée s'il y a 27 régulations totalement opposées, différentes, contradictoires? Donc, nous, tout notre travail, c'est de voir comment on peut créer un ensemble de régulations cohérents à l'échelle d'un continent. Si vous voulez qu'un jour, il y ait cette société civile européenne qui puisse s'exprimer, qu'il puisse y avoir une scène politique européenne, vraiment européenne, pas juste entre les nations, mais réellement un débat qui soit européen, avec des élections européennes vraiment européennes, il faut avoir les mêmes règles. Parce que si vous avez des possibilités de financement complètement délirantes dans certains pays et des règles très strictes dans d'autres, vous condamnez à ne jamais avoir une scène commune. Donc, nous, on va travailler là-dessus, on va rentrer dans beaucoup de détails et on va aussi travailler sur comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir le type d'image qu'on a eu quand M. Borrell a été à Moscou et s'est fait humilier par Lavrov, et en étant humilié, c'est nous toutes qui avons été humiliés. Et donc, comment est-ce qu'on peut construire une diplomatie plus solide en fait que celle qu'on a aujourd'hui, parce que c'est quand même, voilà, on est très loin de la puissance là aujourd'hui. Donc, quand on parle d'Europe puissance, c'est vraiment un horizon, mais pour ça, il faut prendre des décisions maintenant. Là, j'étais encore tout à l'heure avec le commissaire Breton. Il faut prendre des décisions sur la recréation d'un tissu industriel chez nous, redevenir producteur, être capable de défendre nos institutions, ne pas avoir peur de poser des questions de sécurité dure à l'échelle européenne. Et voilà, moi, j'ai beaucoup d'échanges aussi avec les services de sécurité à l'échelle européenne pour comprendre pourquoi, en fait, il y a une coopération qui reste très faible. Et donc, si on veut porter ensemble des principes sur la scène mondiale, il faut déjà qu'on soit capable de les défendre chez nous. Et pour ça, il faut un tout petit peu s'armer, parce qu'en réalité, on vit dans un monde dangereux et que, contrairement à ce que nous racontait Fukuyama, l'histoire n'est absolument pas finie. Il y a des systèmes opposés aux nôtres qui sont offensifs et qui peuvent gagner. Enfin, il n'y a rien qui écrit le fait que la démocratie triomphera toujours à la fin. Ça dépend du niveau de conviction et du niveau de mobilisation des démocrates, ça. Donc, si les démocrates sont assoupis et se réduisent à des consommateurs de produits fabriqués en Chine, c'est pas du tout garanti que la démocratie continue à être aussi attrayante pour tout le monde et surtout aussi et qu'elle continue à être défendue et qu'elle triomphe à la fin. Donc voilà, moi, c'est le sens de tous mes combats qui, en fait, sont cohérents les uns avec les autres. Quand je parle des Ouïghours ou quand je parle de commerce ou quand je parle d'ingérence, finalement, je fais la même chose. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte qu'on arrête d'être fataliste en Europe et qu'on se rende compte qu'on est encore aujourd'hui, ça peut changer si on continue à pas prendre conscience des problèmes, le premier marché du monde, la première puissance commerciale du monde, et que si on mettait cet atout-là au service de nos principes et de nos intérêts stratégiques, eh bien, on serait une grande puissance politique. Et donc, il faut faire de la politique. C'est ça, l'échelon ce qui manque à l'échelle européenne. C'est qu'il faut que les gens adoptent une mentalité plus politique. Et la politique, oui, des fois, c'est dur. Des fois, ça suppose des conflits. Des fois, ça suppose des rapports de force à l'échelle du globe. Il faut les assumer, sinon on sera toujours traité
de manière méprisante par des régimes qui foulent au pied nos principes. Et donc là, c'était ça le combat pour avoir un mécanisme de sanction sur les droits humains. C'est ça le combat sur l'obtention d'un mécanisme de sanction commerciale qu'on n'a toujours pas à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, on n'a pas les instruments pour bannir de notre marché les produits de l'esclavage, si on veut. Et voilà, donc il faut qu'on se dote de ces instruments. C'est ça le rôle d'un parlementaire, c'est d'essayer de doter ces institutions d'instruments pour qu'elles soient moins faibles. Et ça avance, mais c'est un peu lent parce que voilà, faut bousculer les choses. Mais je ne vais pas parler maintenant que j'ai expliqué que j'étais un défenseur de la démocratie. Si derrière je fais un discours de 5 heures pour expliquer à quel point je suis démocrate, ça sera un peu suspicieux. On me prendra pour un chavéziste. Voilà, on va redonner la parole aux questions et à Anna pour de nous poser, parce que tout à fait, ces propos rejoignent ce qui nous a été, les questions qui nous ont été posées. Donc, je vais donner la parole à Anna qui va synthétiser ces questions. Anna, où es-tu? Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, alors, je voudrais revenir sur l'idée d'Europe puissance. Et aussi, vous avez cité d'une forte diplomatie européenne comme nécessité stratégique. Donc, selon vous, une stratégie véritablement européenne est-elle possible ou est-elle destinée à se révéler comme une stratégie sur le territoire des plus grands États, sur le territoire, on pourrait dire, des grands de l'Europe? Et je pourrais dire notamment de la France. Et aussi, j'ajoute quel rôle peut jouer le Parlement européen dans la définition de cette stratégie? Merci beaucoup pour la question. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est un grand pays? Parce que non, mais c'est vrai. Moi, je vais vous dire quelque chose. En fait, l'Allemagne est un grand pays économiquement. C'est même de très loin le plus grand pays économiquement de l'Europe. Mais en termes de défense, c'est pas un pays immense. En termes de défense, on aura des discussions beaucoup plus faciles avec l'Estonie, qui est un petit pays, mais qui prend au sérieux les questions de sécurité. Et donc, moi, je ne crois pas au rêve bonapartiste d'une Europe française où, un claquement de doigts, le président de la France, parce qu'il invoque Napoléon, De Gaulle et notre glorieuse histoire, convaincra l'ensemble des Européens de se rallier derrière son panache blanc pour faire une Europe puissance française. Mais par contre, je pense qu'en fait, il y a la possibilité d'avoir une position réellement européenne à condition que chacun accepte un tout petit peu de sortir de soi. Et c'est vrai de la France, mais c'est vrai aussi de l'Allemagne. L'Allemagne a une vision du monde vraiment basée sur les intérêts des entreprises allemandes. Donc, c'est compliqué souvent de faire émerger un consensus. Par exemple, là, les discussions qu'on est en train d'avoir sur l'accord d'investissement avec la Chine, juste hier, on avait encore une session de la commission droits humains, affaires étrangères, sur le CAI, ce qu'on appelle le CAI, l'accord d'investissement avec la Chine. La position allemande, qui est exposée par l'ambassadeur allemand, c'est en gros de nous dire que pour les entreprises allemandes, c'est pas négociable. Donc, ok, très bien, mais enfin, si c'est pas négociable pour les entreprises allemandes, qu'est-ce que nous autres Européens avons à faire dans le débat? Parce que on va bien falloir négocier avec nous aussi une position collective et que c'est pas forcément l'intérêt qu'exprime la majorité au Parlement européen ne correspond pas forcément avec l'intérêt de Siemens. Et donc, en France, bien sûr, qu'il y a cette prétention comme ça à vouloir toujours dicter son propre intérêt aussi. Mais moi, je crois vraiment que là, il y a la possibilité, parce qu'il y a un changement d'état d'esprit. En fait, si vous voulez construire l'Europe, vous avez besoin d'avoir une perception de la menace. Vous n'arriverez jamais à faire que les gens sortent d'eux-mêmes sans menace. Et c'est ça qui a tué l'Europe, enfin, le projet européen, pas tué parce qu'il vit encore, mais qui l'a vraiment affaibli dans les années 90-2000. C'est qu'en fait,
si on vous explique ce que c'est la fin de l'histoire et qu'on n'a plus d'ennemis, ben les gens, ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas d'eux-mêmes. Ils ne voient plus le besoin de l'Europe. Et ce n'est pas parce qu'il y a 70 ans, il y avait la guerre et le nazisme, qu'aujourd'hui, ils accepteront de sortir d'eux-mêmes pour faire émerger une volonté européenne. Ils ont besoin d'une menace réelle maintenant et de montrer que l'Europe peut répondre à ces menaces réelles beaucoup mieux que les nations isolées les unes des autres. Et donc, ce qu'il faut, c'est insister sur les menaces actuelles, pas sur la mémoire. On ne construit pas un projet politique simplement sur la mémoire. Et des menaces actuelles, c'est quoi? C'est le dérèglement climatique. Alors, est-ce que l'Europe est la juste échelle pour y faire face? Ça semble évident que les nations seules auront plus de mal à faire face et à avoir une influence sur le dérèglement climatique que l'Europe. Et de la même manière, face aux empires menaçants comme la Russie ou la Chine, je suis désolé, mais on a besoin d'une échelle européenne qui soit protectrice. Après, comment on fait émerger une position commune européenne? Ça, c'est un défi immense. Ça suppose des changements institutionnels. Parce que honnêtement, si tout est décidé à l'unanimité, on n'aura jamais de diplomatie puissante ou de politique de sécurité puissante. Enfin, là, sur les sanctions, c'est extraordinaire qu'on ait réussi à faire ça, sur les sanctions sur la Chine. Mais à la fin, c'est le moins 10 ans quand même qui l'a emporté, encore une fois. C'est-à-dire que les principaux responsables ne sont pas dans la liste de sanctions parce que ça a été le produit d'une négociation à 27 et qu'il fallait absolument que les 27 soient d'accord. Et que donc, il suffisait qu'il y ait un pays qui dise non, moi, lui, non, pour qu'on enlève et qu'à la fin de la liste, il y ait 4 personnes qui sont, honnêtement, c'est très bien symboliquement de l'avoir fait, mais c'est 4 personnes qui n'avaient jamais mis les pieds en Europe, qui n'avaient pas d'avoir en Europe et qui sont, dont la vie n'a absolument pas changé parce qu'ils sont sanctionnés par l'Union européenne. Donc, jusqu'ici, ça n'a pas d'impact. Et pourquoi? Parce que le processus à l'unanimité est une catastrophe si vous voulez faire émerger une politique. Donc, il faut le vote à majorité qualifiée partout. Enfin, ça c'est une réforme institutionnelle qu'il faut porter. Mais d'autre part, il faut aussi un changement de mentalité. Et je pense que là-dessus, il y a une immense responsabilité de Paris. Parce qu'en réalité, moi, je partage beaucoup de critiques sur la politique allemande. Mais il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas une volonté impérialiste allemande, c'est complètement faux. C'est pas Bismarck, Madame Merkel. Simplement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la volonté allemande est dominante? Parce qu'il n'y a pas de formulation d'un intérêt général européen séduisant pour les autres pays européens par Paris, pour faire contrepoids, pour qu'il y ait une discussion ensuite, mais une discussion réelle. Moi, je ne comprendrais jamais, par exemple, pourquoi les présidents français, leur premier réflexe, c'est d'aller discuter avec Vladimir Poutine en tête-à-tête au lieu d'aller discuter avec les pays de l'Est de l'Europe. Les mêmes questions, des questions de frontières, de sécurité aux frontières et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on fait des conseils de défense avec la Russie alors qu'on devrait d'abord demander à l'Estonie, la Lituanie, la Pologne, des pays qui sont membres de l'Union européenne et qui ont des problèmes graves de sécurité nationale et de menaces de la part du régime russe. Voilà, donc il y a une volonté comme ça de prendre la pause sur les photos entre grands de ce monde de la part des dirigeants français qui frustrent et qui rendent très méfiants les pays européens, à juste titre. Et franchement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui critique Emmanuel Macron à H24. Enfin, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Mais il y avait une vraie attente à l'échelle européenne. Président jeune, qui avait des drapeaux européens dans ses meetings, qui voilà, pour une fois, incarne une sorte de souffle sur ces questions européennes, qui fait le discours d'Athènes, le discours ensuite de la Sorbonne. Moi, le discours de la Sorbonne, à part que je serais plus offensif sur la remise en cause du système commercial et économique, sinon sur le domaine des institutions et de la démocratie, je pourrais le co-signer, enfin, je pourrais tout à fait y adhérer. Donc, il y avait une attente forte et elle a été complètement douchée par cette arrogance-là, par ce fait d'aller au musée de l'Ermitage avec Poutine, négocier sur les pays d'Europe de l'Est et d'Ukraine, sans même prendre l'avis des pays membres de l'Union européenne, pour lesquels c'est un enjeu vital, de vie ou de mort en tant que nation. Et donc là-dessus, il faut qu'on arrive à prendre en compte les intérêts des uns et des autres de manière humble, pour ensuite les amener sur une formulation qui sera une formulation qui bénéficiera à la France. Enfin, je veux dire, si on devient sérieux sur les questions de défense et de sécurité, ça renforcera la France au sein de l'Europe.
parce qu'aujourd'hui, la France, c'est le dernier pays européen doté d'une armée, depuis qu'il y a eu le Brexit, capable de projection, doté de l'arme nucléaire. Enfin, bref, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de défense aujourd'hui, c'est peut-être le mot puissance qui est venu. Et ce n'est pas traditionnel pour quelqu'un de gauche de parler de ces genres de choses, parce que généralement, on pense que c'est sale. Moi, je pense qu'on n'a pas de projet politique sans être sérieux sur les questions de sécurité. Donc il faut les porter, mais ça suppose voilà, de prendre le pouls et de choisir ses alliés. Et nos alliés, c'est les pays européens. D'accord ? Parce qu'en fait, voilà, on fait partie d'un projet commun. Et donc, quand il y a un problème, on va d'abord à Tallinn, à Riga, à Varsovie, avant d'aller à Moscou. Et les dirigeants français n'ont jamais fait ça. Mais tous, hein. Le seul qui n'a pas fait le voyage comme ça, c'est Hollande, mais ça veut pas dire qu'il a fait le voyage en nord de l'Est non plus. Tous se comportent de la même manière, ce qui rend impossible l'élaboration sur des projets qui pourtant seraient d'intérêt collectif de tous ces pays, d'une coalition qui soutienne les idées par ailleurs bonnes du président français sur la question. Et ça, c'est quelque chose, voilà, moi, pour pouvoir porter ça, il faut se sentir à la fois profondément français, mais aussi profondément européen, mais au sens strict. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore au Parlement européen, c'est l'idée de pouvoir discuter avec un socialiste espagnol et un conservateur slovaque en oubliant qu'ils sont espagnols et slovaques. Il y a un socialiste et il y a un conservateur. Et comment on fait pour élaborer une position commune entre des options politiques et philosophiques différentes, mais en oubliant, en fait, à un moment que moi, je suis français ou voilà, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas un grand patriote français. Mais ça suppose ce décalage-là, et j'ai l'impression que moi, les présidents français ont eu du mal, ou les leaders français, ou même, d'ailleurs, pendant longtemps, les députés européens français ont du mal à faire ce geste-là du décentrement pour pouvoir parler la langue européenne, qui est une langue de traduction, en fait. Il n'y a pas de langue européenne. C'est un interstice. C'est un entre-langue. Et donc, mais moi, voilà, pour ça, il faut avoir la passion de l'altérité de la littérature. Voilà, moi, souvent, quand je suis frustré, par exemple, dans les discussions au Parlement, je fais l'effort de m'arrêter et de penser au miracle que représente cette enceinte, de toutes ces langues qui, finalement, essayent de produire un langage commun. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir chevillé au corps. Et je pense qu'il y a tout à fait moyen. Parce qu'en fait, tous, pour des raisons différentes, tous les pays ont l'impression d'être à un tournant là, et de devoir se protéger d'une forme de déchéance. Et donc, il y a la possibilité de construire quelque chose qui soit commun. Anna, d'autres questions ? Oui, merci beaucoup. Je voudrais relier à ce que vous avez dit sur les accords avec la Chine. Et on a aussi, comme vous avez dit, en décembre 2020, le Conseil, un peu guidé par l'Allemagne, a signé des accords commerciaux avec la Chine. Mais les récentes sanctions, peut-être, démontrent un changement de stratégie européenne. Et ma vraie question, c'est la suivante. L'Union européenne a-t-elle aujourd'hui appris à utiliser les outils de sa puissance et notamment ses outils économiques dans ces cas-là? C'est compliqué. Je dirais que c'est compliqué. Parce que c'est toujours comme ça. Alors, on peut être optimiste et se dire que c'est un premier pas vers ça. Mais on est dans un moment très contradictoire, en fait. Parce que d'un côté, il y a une affirmation de puissance avec le geste des sanctions, qui est la première fois, en fait, que l'Union européenne prend des risques. Non, mais c'est politiquement, en plus sur des questions de principe, et que, du coup, c'est une affirmation de début de puissance. Mais dans le même temps, ils ne renoncent absolument pas à l'accord d'investissement. Et ils essayent d'espérer qu'en gros, la Chine
oublie les sanctions pour pouvoir signer définitivement, ce qui n'a toujours pas été fait à Pékin, l'accord d'investissement, le CAI, avec Bruxelles. Et donc là, il y a vraiment les deux. C'était vraiment impressionnant, la commission dont je vous ai déjà parlé, parce qu'on sentait que d'un côté, ils étaient fiers d'avoir fait ce geste au Conseil et à la commission, et de l'autre, ils étaient déjà très impressionnés par le risque qu'ils avaient pris. Ils espéraient que ça n'aurait aucune conséquence. Donc, il y avait cette double attitude qui résume un peu la difficulté de l'Europe à assumer ce langage qu'elle a utilisé pour la première fois. Et en gros, de toute façon, le vrai test, c'est pas celui-là. On le savait, c'est très bien ce qu'on n'y est pas, mais le vrai test, c'est quand on arrivera à frapper au portefeuille, que ce soit sur Vladimir Poutine ou sur la Chine. La seule manière d'avoir une influence quelconque, c'est de frapper là où ça fait mal, mais du coup, ça suppose effectivement de prendre des risques, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous prenez la question des Ouïghours, la seule manière de faire réfléchir Pékin et d'obtenir un changement de politique, c'est les sanctions commerciales, c'est de bannir les produits d'esclavage des marchés européens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça heurte les intérêts chinois, évidemment, mais ça heurte aussi beaucoup d'intérêts européens. Et on aura Zara, on aura des marques comme Zara, comme plein d'autres, qui nous expliqueront que c'est une catastrophe pour elles, parce qu'elles en bénéficient de ces produits. Et donc, comment on affirme sa puissance politique, c'est d'abord aussi en l'affirmant à la maison vis-à-vis de ses propres intérêts privés. De dire, parce que vous savez, nous, au Parlement européen, quand on discute de la Chine, on ne voit jamais un lobbyiste du gouvernement chinois. Hein. Moi, j'en ai jamais. Enfin, ils ne font pas d'efforts particuliers parce qu'ils savent qu'ils n'en ont pas besoin. Ceux qui font les efforts au nom du gouvernement chinois et des intérêts chinois, c'est les entreprises européennes. C'est les grandes entreprises européennes qui dépendent à ce point du marché chinois. Et donc, en fait, les vraies ambassadrices du gouvernement chinois dans le débat européen et qui font pression sur nous, c'est les grandes entreprises que vous connaissez tous, hein, que ce soit les grandes entreprises du luxe en France ou les grandes entreprises allemandes, Volkswagen, Siemens, Zara pour l'Espagne. Bref, c'est toutes ces entreprises qui ont fait le choix de la Chine, qui leur a apporté beaucoup d'argent, mais qui donc ont une peur bleue de l'affirmation d'une puissance européenne. Et donc cette puissance européenne, le problème, c'est qu'elle doit s'affirmer aussi contre des intérêts puissants en Europe. Et voilà, mais ça, il faut avoir le courage de le faire. Est-ce qu'ils l'ont? Je suis pas convaincu pour l'instant. Enfin, je vois, quand on avait la discussion sur les questions commerciales, c'était, mais non, faites pas ça. Voilà, donc même au Parlement, c'est un débat très, très dur. Je pense qu'aujourd'hui, l'accord d'investissement avec la Chine, il est mort s'il est voté maintenant au Parlement, parce que ce serait vraiment un manque de dignité de la part du Parlement européen qui est enfin, il y a des membres, dont moi, qui sont sanctionnés. Il y a aussi des institutions comme la Commission des droits humains, sanctionnées en tant que telles par la Chine. Donc, qu'on vote alors qu'on est sous sanction du gouvernement chinois pour un accord avec la Chine, ça serait vraiment mais ce que le Conseil et la Commission nous demandent, c'est comme de le faire. Oui, mais faut pas trop être à cheval non plus sur la dignité. C'est pas comme ça que ça se passe le commerce. Voilà. Donc bon, au Parlement aujourd'hui, je pense qu'il y aura une majorité claire pour rejeter le texte. Est-ce qu'on arrivera à cultiver ce sens-là de la décence et de l'estime de soi pendant plus que 3 mois? On verra, parce que le débat est long. Mais ce sera un combat rude, parce qu'il y a des intérêts très forts derrière. Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est qu'on n'y est pas encore à l'affirmation d'une véritable puissance européenne. Bien. On peut... Oui, vas-y, Anna. Et Oui, puis après, on passera aux questions de la salle. Hein. D'accord. Alors, je poserai une question qui m'intéresse vraiment beaucoup. Vous avez cité au début toute la question de l'autonomie budgétaire de l'Union européenne. Et aujourd'hui, en fait, on voit la proposition de nouvelles ressources propres, comme je pense le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, les taxes sur les GAFA, sur les sociétés.
Alors, ma question est la suivante. Comment ces nouvelles ressources propres peuvent influencer l'autonomie, la puissance européenne, mais aussi, comme vous avez dit, la force de nos institutions? Mais complètement, complètement. Elles peuvent. Mais non, mais la question des ressources propres, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et elle est assez maltraitée jusqu'ici par les exécutifs. Et je comprends d'ailleurs pourquoi les États membres ne sont pas tous fans de cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la main mise sur la construction européenne. Et s'il y a vraiment un budget propre avec des ressources propres, ça renforcera nécessairement l'autonomie de l'échelon européen vis-à-vis d'aujourd'hui. En fait, le Conseil a pris quasiment tout le contrôle des choses. Et on est dans l'Europe intergouvernementale. Alors, ce qu'il faut, c'est impérativement des ressources propres. Alors, vous avez cité le mécanisme d'ajustement carbone, qui, faut le dire, c'est une forme intelligente de protectionnisme social et écolo. Alors, on ne dit pas le mot parce que ça fait peur, ça, mais c'est ça. C'est la sortie de l'idéologie du libre-échange absolu qui, pour moi, a vraiment affaibli le projet européen. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, justement, en fait, il faut désormais vraiment disjoindre, séparer, parce que souvent, les plus pro-européens sont aussi les plus libéraux dans le rapport au monde. Moi, ce que j'essaie de dire à mes amis pro-européens, c'est attention, parce que cette jonction affaiblit l'Europe. Le résultat, c'est l'affaiblissement de l'Europe en réalité. Donc, si vous voulez vraiment l'affirmation d'une puissance européenne, il va falloir sortir de cette apologie permanente du libre-échange. Et le mécanisme d'ajustement carbone, c'est ça. Enfin, on n'en fera pas des caisses là-dessus parce que c'est très polémique. La réalité, c'est que c'est une forme et une dose de protectionnisme intelligent et écolo. Mais c'est ça. Donc ça, c'est très important. Vous avez mentionné la taxe GAFA, mais il y a aussi la taxe sur les transactions financières qui est un serpent de mer dans la politique européenne. Mais enfin, il y a quand même là, à mon avis, un moment d'opportunité pour en parler sérieusement. C'est-à-dire que, on a quand même un changement de ton aux États-Unis. Enfin, on a quand même des propositions de Biden sur l'impôt sur les sociétés mondiales, enfin, sur la lutte contre l'évasion fiscale qui vont beaucoup plus loin que ce que les Européens ont été capables de produire jusque-là. Donc, on sent que c'est quand même il y a une page qui se tourne là, aux États-Unis, et qu'il serait temps qu'elle se tourne un peu en Europe aussi. Et donc, c'est le moment justement de pousser sur ces ressources propres, avec en plus cette idée forte que si les États-Unis sont vont dans le même sens, tous les arguments qui sont contre ces taxes, c'est-à-dire, oui, mais attendez, tout le monde va partir aux États-Unis du coup, tombe d'un seul coup. Parce que là, on a une puissance américaine qui veut justement installer une taxe mondiale un impôt mondial sur les sociétés, donc il y a un taux minimal. Donc en fait, il y a un moment d'opportunité. Il faudrait aller beaucoup plus loin que ce que font les dirigeants actuels là-dessus. Et c'est ça qui permettra l'affirmation d'une puissance propre. Vous savez, moi, c'est toujours ce que je dis. On est à la fois le Parlement le plus démocratique et en même temps, on n'est pas vraiment un Parlement. Parce que les parlements, ils se sont créés pour quoi dans nos nations? Pour lever l'impôt et pour gérer les levées de l'impôt et ce qu'on fait de l'argent levé de l'impôt. Et nous, on n'a pas de pouvoir sur les questions fiscales. C'est un vrai problème. Donc, il faut qu'il y ait des ressources propres. Et puisqu'il y avait la question qui était posée sur le Parlement avant, et il faut que le Parlement soit un vrai Parlement, c'est-à-dire qu'il gère les ressources propres et les budgets qui sont issus de ces ressources propres. Merci beaucoup. On va demander à Anne de synthétiser un peu les questions qui sont venues de la salle. Un certain nombre reprennent des sujets qui ont été abordés, donc on va plutôt aborder d'autres questions. Voilà, je laisse Anne poser les questions. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Glucksmann. Juste, Jean-Claude, combien de temps on a? C'est plutôt à Raphaël de nous fixer ses limites, sachant qu'il ne faut pas non plus dépasser une demi-heure maximum maintenant. On essaie de se donner une vingtaine de minutes. Voilà. Allez, très bien. Vendu.
Alors, je vais essayer de regrouper les questions et rebondir sur des choses que vous avez pu dire. On pourrait les classer de deux façons, ou en deux catégories, les forces hostiles et puis, j'allais dire, les forces favorables, et puis justement, en s'appuyant sur ces forces favorables, ce que l'on pourrait faire véritablement. Alors, on va partir des forces hostiles. Effectivement, vous avez évoqué les États-Unis. Vous avez évoqué les États-Unis du point de vue des opportunités qu'il pourrait y avoir économiquement et fiscalement, mais est-ce que les États-Unis ne seraient pas, à contrario, une force hostile, notamment pour l'Europe puissance? Je vais grouper, et puis ça vous laissera le loisir peut-être de répondre à ça. Une hostilité aussi, ou une force hostile qui pourrait être justement, dans un contexte plus global, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui est hostile justement, alors notamment à la prise en compte de l'empreinte carbone, mais de façon plus large, est sous l'influence de la Chine, des États-Unis et de puissances qui ne souhaitent pas vraiment que l'on arrive à des régulations intéressantes. Après, je vais vous laisser peut-être répondre à ça et puis on poursuivra sur d'autres formes d'hostilité. Alors, ce qui est hostile à l'affirmation de la puissance européenne, ce n'est pas tellement les États-Unis, c'est l'illusion que produit l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche. Parce qu'en fait, cette idée de puissance européenne, elle a gagné du terrain sous Trump, parce que clairement, on s'en rendait compte que fallait pas compter sur Trump, en fait, pour nous protéger et puis pour défendre nos principes et nos intérêts. Et donc, là-dessus, on a réussi à faire avancer beaucoup de choses dans les prises de conscience. Et le risque, là, ça serait de se dire, voilà, maintenant, il y a un président rationnel aux États-Unis, donc on peut revenir à l'avant, c'est-à-dire au fait que éternellement, nous serons des adolescents protégés par tonton, oncle Sam. Et ça, c'est un risque, mais ce n'est pas tellement un risque d'hostilité américaine, c'est un risque d'endormissement européen et d'amour de ce confort que permet la non-autonomie. Donc moi, je me bats contre ça. Et je pense qu'on peut tout à fait trouver un deal avec les États-Unis là-dessus et que les États-Unis sont tellement inquiets de l'émergence de la puissance chinoise et de leur rivalité avec la Chine que si l'Europe s'affirme et est capable de défendre ses propres intérêts et sa propre puissance seule, ça leur fera plaisir plutôt qu'autre chose. Donc aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'en fait, il y a toujours cette opportunité-là. Les Américains, en fait, ils n'ont plus envie, simplement. Et c'est une chance pour les Européens parce que je pense qu'en fait, on vit dans une forme d'illusion totale d'autonomie alors qu'en réalité, on a donné les clés des questions difficiles à l'oncle transatlantique. Donc voilà, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a 10 ans à peu près, les Américains ne voulaient pas d'affirmation de l'autonomie européenne. Aujourd'hui, on n'est plus dans une Amérique globale. C'est pas vrai. Ils aimeraient plutôt se retirer. Donc nous, il faut qu'on occupe le terrain. Et ça, c'est plutôt dans notre tête qu'il y a le problème. C'est est-ce qu'on est capable de vivre en adulte et d'assumer nos propres moyens de défense et nos propres politiques. Et donc ça, c'est difficile quand on a été adolescent pendant longtemps de tout d'un coup se dire qu'il faut être adulte. Donc on se raccroche à des illusions et effectivement là-dessus, la victoire de Biden, c'est à la fois une opportunité pour mener des projets concrets sur le dérèglement climatique et sur les questions fiscales et sociales. C'est aussi un risque d'endormissement. On se dit que finalement ça va. Donc, ça, sur l'OMC, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez faire cette transformation à la fois transformation écologique et transformation de l'Europe en puissance, deux choses qui sont complètement liées à mon avis, vous devez rompre avec en tout cas l'esprit qui guide, qui préside à l'OMC. Très clairement, quand vous regardez, il suffit de regarder la charte de Marrakech, qui préside à l'institution de l'OMC. Le but, c'est le commerce, c'est l'accroissement du commerce, c'est le but. Et la méthode, c'est le libre-échange et l'abaissement des tarifs douaniers. Donc, en fait, en gros, il n'y a rien au-dessus du commerce. Ça, c'est la vision de l'OMC.
nous, c'est pas du tout la vision qu'on doit avoir en tant que puissance politique. Ça me semble à peu près évident. C'est-à-dire que le commerce, bon, bien sûr, il faut commercer, donc, mais le commerce, c'est un moyen, c'est une fin. Et donc là-dessus, il faut rompre avec la logique de l'OMC. Mais en fait, en réalité, on est les derniers à ne pas l'avoir fait. Hein. Biden, il ne revient pas sur la politique de Trump vis-à-vis du libre-échange et des multinationales. Quant aux Chinois, ils n'ont jamais respecté les règles de l'OMC, donc c'est même pas la question. Donc en gros, il faut juste qu'on se sorte de ce surmoi-là. Et effectivement, si on continue à faire l'apologie de l'OMC et à penser que le commerce en soi est l'objectif, et que la signature des accords de libre-échange à chaque fois est une bonne chose pour l'Europe, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. On laissera se démanteler notre capacité à devenir une puissance. Donc, il faut faire ses ressources propres et il faut le faire contre l'OMC. S'il faut le faire contre l'OMC, ce n'est pas un problème. De toute façon, en plus, l'OMC, c'est devenu une coquille vide. Ça n'existe plus dans les faits. Faut pas me dire, non, ça ne faut pas me citer parce que j'en peux avoir des problèmes avec mon groupe. Mais... On ne veut pas ça. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Pardon. Il y a une maîtresse des horloges, Raphaël, qui me dit que vous êtes pris à partir de 20h30. Je parle de signal. Mais je serai en retard parce qu'en fait, j'ai un rendez-vous, mais j'aurai 10 minutes de retard. Donc, poser la question, c'est pas grave. Voilà, moi, j'ai fait… En fait, toute ma vie, c'est de repousser les retards comme ça. Il y en a d'autres comme ça, il y en a d'autres. Bon, je vais essayer d'aller vite. Dans les forces hostiles aussi, peut-on parler de forces plus proches que nous et de forces politiques plus proches que nous, et notamment de l'ingérence turque qui viennent justement sur nos territoires européens faire valoir des positions politiques et pourchasser des opposants très clairement sur nos territoires? Bien sûr, et puis… oui, bien sûr. Mais ça, nous, dans notre commission, on enquête beaucoup sur la question d'Erdogan. Et il y a une ingérence turque. Là, j'ai parlé beaucoup de la Russie et de la Chine parce que c'était quand même les deux principales forces qui s'ingèrent de manière la plus massive dans l'ensemble du territoire européen. La Turquie, c'est plus ciblé, mais il y a clairement une ingérence turque et il y a clairement un financement des courants les plus affiliés à l'AKP partout en Europe, en tout cas principalement en France et en Allemagne. Il y a une grande hésitation de la Turquie qui est assez intéressante, hein, entre une tradition qui était d'être un allié de l'OTAN et une nouvelle ambition autoritaire d'Erdogan qui le pousse à se rapprocher de plus en plus de la Russie et de la Chine, quand bien même ils font semblant d'avoir des conflits d'ampleur. Donc là, il y a un vrai choix à faire. Jusqu'ici, la position américaine d'ailleurs était catastrophique par rapport à l'Europe, c'est-à-dire qu'il y avait un soutien de Trump à Erdogan, quoi qu'il se passe. Ça semble être en train de changer, mais c'est évident que nous, on a une conjonction là de problèmes. Hein. Enfin, faut juste comprendre que, par exemple, il y a eu une guerre au Karabakh, c'est quand même pas très loin de chez nous, hein, c'est à nos frontières, et que l'Europe a été complètement absente, que tout s'est fait entre Poutine et Erdogan, et que tout se fait aussi quasiment entre Poutine et Erdogan en Libye, au sud. Et que donc là, on a quand même le signe nous on parle d'affirmation d'une Europe puissance, c'est juste pour vous dire que c'est urgent, parce qu'en fait, on est dans une situation où on n'est pas du tout en train d'avancer sur l'influence qu'on exerce sur nos voisins, hein. On est plutôt en train de reculer, et que il y a ces ingérences, que Erdogan, Poutine ou les autres se permettent ce type d'ingérence, c'est aussi la preuve qu'ils pensent qu'on est faible, parce que jamais ils oseraient si jamais ils pensaient qu'on était fort. Et donc là, il y a vraiment un problème, et c'est pas simplement une question de défendre des peuples opprimés, c'est une question de défendre notre crédibilité, notre capacité à dissuader ces régimes de s'ingérer chez nous. Et que ce soit Erdogan ou Poutine, ils ne soutiennent pas les mêmes forces, mais c'est que des forces à chaque fois qui s'opposent à nos principes et à nos institutions. Donc, il y a quand même la tentation d'avoir un ennemi commun qui serait les institutions de la démocratie européenne. Et ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, et donc il faut arrêter d'être naïf.
D'accord. Est-ce qu'il y a un lien, parce qu'effectivement, on pose cette question-là, ou pas, entre ce que vous venez de dire et la position de votre groupe sur l'élargissement ou le non-élargissement? Non, mais après, moi, je pense que ça, c'est un problème qui n'existe plus. Aujourd'hui, personne ne pense que Erdogan peut faire partie de l'Europe. Hein. D'accord. OK. Et sur l'élargissement de l'Europe à d'autres pays qui frappent un peu à la porte aujourd'hui? Ah bah, ça, par contre, moi, alors là, je ne sais pas si… Malheureusement, on n'est vraiment pas dans une posture actuelle qui serait de débattre sérieusement de la question. Mais moi, je suis convaincu que le destin des Balkans est en Europe, quoi. Enfin, on pourra me le tourner dans tous les bras. Je sais que lors de certains débats des Européennes, j'étais le seul à dire que moi, je voterais pour. Enfin, ça me semble lunaire, en fait, de m'expliquer qu'on n'intégrerait pas les pays des Balkans. Enfin, c'est une folie, c'est l'Europe. Enfin, on arrête, non. Comme il nous reste 7 minutes, on va plutôt passer au point d'espérance ou au point de progrès, parce que finalement, il faut se donner un peu un espoir et une lumière. Je peux juste répondre à une question. J'ai vu passer un mot et j'aimerais vraiment répondre: l'Europe ne peut pas faire la guerre avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Alors, ça, c'est la grande question et j'aimerais vous répondre. Voilà, j'aimerais vous répondre. Il ne s'agit pas de faire la guerre. Il ne s'agit absolument pas de faire la guerre. Personne ne parle de faire la guerre, là. Mais entre ne rien faire et faire la guerre, il y a quelque chose qui s'appelle la politique. Et il faut faire de la politique. Et ce n'est pas l'Europe qui doit faire la guerre, entre guillemets, comme vous le dites, à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Ce sont ceux qui ne sont pas d'accord avec elle qui s'ingèrent dans les affaires européennes et qui, en fait, l'ont lancé une guerre hybride contre les institutions européennes. Ce n'est pas l'Europe qui a été financée les oppositions de ces régimes. C'est pas l'Europe qui gère. Là, moi, ça fait 1 an que j'enquête sur les activités de ces régimes au sein de l'Europe. Je veux dire, il y a une vraie question de souveraineté, de sécurité en Europe. Faut arrêter. C'est pas nous qui allons exporter nos principes à l'échelle du monde. On n'est plus dans cette logique-là. Là. On est dans la logique de la défense de nos capacités à être autonomes. Alors, maintenant, il s'agit, encore une fois, de ne pas faire la guerre. Il s'agit d'utiliser des instruments pour établir des rapports de force politique avec des puissances qui établissent avec l'Union européenne des rapports de force politique. Entre ne rien faire et faire la guerre, il y a l'espace de la politique, c'est celui qu'on n'investit pas assez. Et la politique, ça s'appelle du commerce, des sanctions commerciales, des relations diplomatiques, des sanctions s'il le faut. C'est les deux. Et ça, ça suppose, ça s'appelle la puissance. Et donc, il ne s'agit pas d'être en conflit avec l'ensemble des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais il ne s'agit pas non plus de s'écraser quand les gens qui ne sont pas d'accord avec nous nous marchent dessus. Vous avez évoqué des points fondamentaux. Vous avez parlé de la CED, vous avez évoqué le fait que la CED n'a pas abouti. Vous avez parlé des problèmes des ressources propres. Et du problème de l'impôt qui, effectivement, par les traditions communes des États membres, relève du Parlement et non pas du domaine de la loi, c'est-à-dire du domaine de la législation. Chez nous, c'est les directives. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Yves, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des avancées sur ces points-là? S'il te plaît. Pardon, j'entends pas. J'ai des précisions sur les points fondamentaux qui ont été évoqués par M. Glucksmann, qui concerne le problème du vote de l'impôt et le problème de la défense depuis la CED qui n'a pas progressé pratiquement. Et vous avez parlé aussi des ressources propres, donc ça on en a déjà parlé, je crois. Mais sur la CED, la langue commune, la défaite de l'espéranto, enfin donc… Pardon, mais votre assistante est inquiète. Non, mais… De toute façon, si la question c'est quelles sont les avancées sur la question, enfin, par exemple sur la défense commune ou sur l'impôt commun, les avancées, elles sont minimes aujourd'hui. Enfin, faut pas se leurrer. Ce qu'il faudrait déjà, c'est qu'on avance dans le débat sur ça. Alors là-dessus, il y a des avancées dans le domaine
du débat. Et il y a une conférence moi, je suis quelqu'un qui demande toujours à voir. Donc, il y a une conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense que ça doit être des questions clés posées dans cette conférence. Sur la question des taxes, ça avance plus. La présidence portugaise a dit que ce serait un élément important du sommet au Portugal. Voyons ce qu'ils vont faire. Là-dessus, le Parlement a des positions qui sont beaucoup plus ambitieuses que le Conseil, évidemment. Mais voilà, pour répondre de manière très brève, parce que je dois vous quitter, mais les avancées, elles ne sont pas là encore. Si vous me demandiez quelles sont les avancées concrètes. Si on arrive là à obtenir déjà la taxe, j'appelle ça, il faut plus appeler ça comme ça, pardon, mécanisme d'ajustement carbone, une taxe sur les transactions financières, même si l'option qui est décidée en ce moment, c'est l'option basse, mais c'est pas grave, il faut commencer par quelque chose. Et si on arrive à faire une sorte de taxe GAFAM, déjà, on aura fait un grand pas en avant vers l'établissement d'une puissance européenne. Ensuite, sur la question de la défense, il faut, à mon avis, commencer par une coopération renforcée. Et par ce que fait un peu le gouvernement français quand même, pour lui donner crédit de ça, la restauration de la crédibilité française dans des pays qui doutaient fortement, type les pays de l'Est, qui aujourd'hui sont beaucoup plus prêts qu'avant à participer à cette édification d'une défense européenne. Voilà. Cher Raphaël, je ne voudrais pas vous laisser partir sans vous dire combien nous sommes satisfaits de cette soirée qui nous a enchantés. Je suis le premier à le dire et à regretter presque qu'elle se termine aussi rapidement. Mais vraiment, merci pour cet entretien, et je suis sûr que je dirais, vos propos rejoignent une grande partie de ce que nous ressentons et ce dont nous avons besoin. C'est moi qui vous remercie. Et pour conclure sur une note un tout petit peu plus optimiste que dire qu'on n'avance pas vite, moi je suis intimement convaincu qu'on est dans un moment de prise de conscience et que les choses peuvent se débloquer assez vite. Alors, toute la question, c'est de savoir si elles se débloqueront assez vite pour qu'on évite une implosion et une catastrophe climatique et une catastrophe nationaliste. Mais il y a un récit qui peut être en train de gagner, qui est le retour de la politique en Europe. Simplement, ça passera par des moments difficiles. On n'a plus l'habitude d'en faire, en fait. Et la politique, c'est une prise de risque. Hein. C'est pas faire la guerre à tout le monde, mais c'est par contre affirmer ses principes et ses intérêts face à beaucoup de gens. Et là-dessus, voilà, mais on a les moyens de le faire. Enfin, on est vraiment encore un continent riche et puissant, mais à condition qu'on arrive à défendre nos intérêts de manière un peu plus agressive. On peut faire à Paris? Allons-y. On se revoit dans quelques mois? Mais bien sûr, et comme ça, peut-être on aura des avancées. Mais voilà. Mais de toute façon, c'est un récit, ça va prendre des années. Hein. Enfin, c'est pas comme ça qu'on invente une politique. Dans un an. Mais, ok, on aura avancé. On aura avancé. Okay. En tous les cas, merci infiniment. Hein. Oui. Merci à vous. Et puis donc, on reprend rendez-vous. Absolument. Compte sur moi. Ok, super. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Hein. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est moi aussi qui dis merci à tous, à Anna, à Anne. Mais c'est vrai, les A vont continuer. En tous les cas, bravo à tous. Et puis, un grand merci à Raphaël. Je dirais, on est assez enchanté par ses propos très européens et qui peuvent que nous satisfaire. Bien sûr, on a parlé aussi des difficultés qui restent encore à surmonter, mais je dirais du moment qu'on y croit, ça va marcher. On va remonter, là. Alors, je donne rendez-vous aux membres du Mouvement européen Paris, donc à la fin du mois pour notre Assemblée générale. J'invite aussi
tout le monde à une future conférence qui aura lieu sur la PAC dans un peu plus d'un mois. Donc, n'oubliez pas tout ça, on reprendra vos contacts. Et merci encore de votre participation, assez nombreuse ce soir, parce qu'au moment donné, le plus nombreux, on était 53, c'est déjà beaucoup. Merci. Bonsoir. Et bonne soirée.